Alors, j'ai parlé vaguement tout à l'heure quand même, honnêtement, je n'ai pas parlé vraiment, je ne suis pas rentrée dans le détail des outils, mais de la reconnaissance travailleur handicapé. Ce matin, je faisais un tout petit cours à des infirmières pour expliquer la différence entre eux, parce qu'il y a un nombre de concepts qui sont quand même compliqués, et je voudrais revenir là-dessus. La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est une reconnaissance qui est faite par la maison départementale des personnes handicapées, qui donne un certain nombre d'avantages, etc., etc., bon, et de compensation, on va dire, du handicap, indépendamment du travail, finalement, la plupart du temps. La notion d'aptitude, c'est celle du médecin du travail. Est-ce qu'on est apte à son poste, mais du poste particulier? La notion d'invalidité, c'est la notion du médecin conseil, de l'assurance maladie. Cette notion d'invalidité, elle n'est décidée que par le médecin conseil, mais elle peut être demandée par n'importe qui. Pas seulement par le médecin traitant, pas seulement initiée par le médecin conseil, mais par la personne elle-même. Et ce qu'il faut bien comprendre en France, c'est que d'abord, il y a un cloisonnement complet. On peut être complètement inapte au poste et absolument pas avoir de reconnaissance d'invalidité. Et inversement, avoir une reconnaissance en invalidité et être apte au poste. Les deux existent parce qu'il y a un cloisonnement complet. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la mise en invalidité, comme le mot de handicap, c'est moche. Souvent, les gens disent « moi, je vais encore continuer à travailler, je ne suis pas capable, je suis pas, etc. » Mais la mise en invalidité, c'est un concept hyper intéressant pour pouvoir être maintenu en emploi, au moins à temps partiel. Je vous l'explique. Un, c'est que pour les salariés du privé, parce que l'invalidité n'existe pas aujourd'hui dans la fonction publique. Mais il y a un autre outil, je vais vous le dire juste après, justement, dans la fonction publique. Donc, dans le privé, l'invalidité, c'est la décision de la sécurité sociale de vous considérer avec un handicap suffisant pour que vous puissiez à la fois continuer une petite activité de travail tout en ayant une compensation par une rente qui peut aller de 30 à 50% de votre ancien salaire pour être maintenu en emploi. Alors évidemment, il faut quand même que la sécurité sociale vous reconnaisse un handicap suffisant. On parle de 2/3, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que si on peut argumenter, c'est ce qu'on fait souvent dans notre consultation, que le handicap fonctionnel est tel que si la Sécu accepte une invalidité première catégorie, ça contribuera, permettre à la personne de rester en emploi, parce que sinon, inévitablement, elle va le quitter précocement, ce qui sera encore plus dur à supporter par l'assurance maladie, et c'est ça souvent notre argumentaire. Alors, vous comprenez que être en invalidité, donc première catégorie le plus souvent, et continuer à travailler à temps partiel, est tout à fait compatible dans le système français, permet d'avoir une partie en salaire, une partie en rente, peut-être pas la totalité du salaire, mais quand même une bonne partie, en ayant un allègement considérable. C'est très utilisé dans la sclérose en plaques, particulièrement, on va dire, parce qu'il y a une fatigabilité très importante. Le problème, c'est d'objectiver, d'argumenter, etc. Mais c'est notre boulot, sauf qu'il faut trouver l'interlocuteur, ce qui n'a pas été apparemment le cas de ce monsieur, etc. Donc, première, l'invalidité, c'est un gros mot, c'est des choses comme le handicap que les gens n'aiment pas, mais il faut comprendre que c'est des clés administratives pour pouvoir permettre de continuer à travailler en santé. Et enfin, dernier point, dans la fonction publique, puisqu'il n'y a pas d'invalidité, il y a maintenant de façon, alors ça existait depuis longtemps, mais c'est utilisé bien plus souvent maintenant, le congé longue maladie que tout le monde connaît. On peut avoir un congé longue maladie fractionné. Le congé longue maladie CLM fractionné permet en réalité, sans limitation de durée, je dis bien sans limitation de durée, parce qu'autrement, un congé longue maladie, c'est 3 ans, et donc c'est limité dans le temps, sans limitation de durée, d'avoir, on va dire, de pouvoir travailler par exemple à 80% en ayant 20% de ce temps qui va être pris en charge au titre d'un pseudo-arrêt de travail fractionné comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça permet, alors, pas considérablement, c'est pas la même souplesse que l'invalidité, mais d'une façon générale, ça permet d'établir une sorte de parallélisme. Et puis, en plus, tout ça, c'est en train de changer au niveau juridique, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous expliquer que l'invalidité, effectivement, c'est comme tout à l'heure, quelqu'un qui se sent pas bien au travail et qui, en plus, trouve pas l'interlocuteur pour lui expliquer ce qu'il a comme outil pour maintenir en emploi, ah bah là, il multiplie les malchances, hein, le monsieur, hein, parce que effectivement, c'est malheureusement souvent le cas. Le congé longue maladie, normalement, dans la fonction publique, n'est octroyé que pour 3 ans, avec 1 an plein traitement, vous savez, et 2 ans de mi-traitement. Si on le fait en fractionné, c'est-à-dire qu'en réalité, normalement, on ne peut pas avoir plusieurs CLM pour la même maladie, à moins d'avoir repris une année à temps plein. Vous me suivez? Du coup, si on fait un CLM fractionné en mettant 80% travaillé et 20% non travaillé, le quota des heures travaillées va simuler une pleine année de reprise et va en fait entretenir la possibilité de le renouveler quasi sans fin. D'accord? Et alors avant, c'était utilisé partiellement, parcimonieusement, etc. De plus en plus, c'est connu, mais vous voyez, ce matin, j'en ai vu une en consultation. Elle était en temps partiel thérapeutique pour alléger sa charge de travail, mais le temps partiel thérapeutique, c'est un bon élément, mais pas terrible parce qu'il est limité dans le temps, pour le coup. Et le temps partiel thérapeutique, c'est 50%, mais 1 an maximum, par période de 3 mois. Donc, du coup, à un moment donné, on est le bec dans l'eau parce qu'on n'a plus rien.
Et donc, le temps partiel thérapeutique ne doit s'envisager que lorsque on sait que c'est temporaire et que c'est une remise à l'étrier. Vous voyez, c'est pied à l'étrier pour reprendre avec l'objectif de reprendre à temps plein. Si on sait que la reprise à temps plein n'est pas possible, ce n'est pas la bonne technique. Enfin, ce n'est pas le bon outil. Il n'y a pas de liste limitative d'aménagement du travail. Il appartient au service de santé au travail de regarder effectivement, je comprends, et j'ai tout à fait entendu votre remarque et vous avez raison, je vais venir tout de suite après, j'ai 2 oreilles. Et donc, purement féminin, c'est ça. Non, mais les aménagements ne sont pas limités. Et tout à l'heure, par exemple, on parlait du télétravail. Alors, le télétravail, effectivement, c'est absolument aujourd'hui, surtout après la pandémie, la première clé. Mais il n'y a pas que ça. C'est l'allègement de la charge de travail, ça peut être l'organisation du travail, ça peut être le déplacement, ça peut être la charge physique soulevée, ça peut être les conditions extérieures, etc. Mais tous les métiers ne se prêtent pas aux mêmes aménagements. Parce que, comme vous disiez, c'est là que je reprends les propos de madame, une employée à domicile qui fait du ménage chez un particulier, ah bah alors oui, ce matin, par exemple, j'en ai vu une dont les employeurs essaient de bouger les meubles lourds pour elle, etc. Enfin, donc, globalement, elle va quand même encore passer aspirateur. Ils lui ont acheté un Dyson, à ce qui paraît, parce que c'est moins lourd et que c'est mieux. Après, bon, bref. Enfin, globalement, à un moment donné, il faut qu'elle passe la serpillière, les poustages, etc. Donc, il reste des postes. Regardez un maçon sur un chantier de bâtiment. On voit bien comment on peut lui demander de restreindre ses ports de charge lourdes à moins de 5 kilos et de travailler qu'à température régulée. Vous voyez, parce qu'entre l'hiver et l'été, il travaille plus que 2 mois par an. Donc, vous voyez qu'il y a des postes qui sont inaménageables. Et ça, il faut le repérer très vite pour se dire que face à l'impossibilité d'aménager un poste en fonction de la pathologie et des exigences de cette pathologie, donc des conditions réelles, c'est pour ça qu'il faut quand même connaître un peu les maladies, et leur retentissement, et la prise en charge thérapeutique, et les modalités d'amélioration potentielle. Bref, une fois qu'on a bien fait, circonscrit la pathologie, ce qui ne suffit pas de se dire, bah, vous ne pouvez plus travailler, on va aménager, point, non. C'est comment on va aménager par rapport aux contraintes spécifiques de votre poste. Et là, à ce moment-là, soit on essaye de faire preuve un peu d'imagination, il y a des ergonomes, des psychologues du travail qui nous aident aussi à évaluer les contraintes du poste pour savoir des gens qui travaillent aussi dans les aides visuelles, il y a des associations spécifiques, par exemple, pour grossir les textes, etc. Bref, il y a de multiples possibilités et là, il faut faire preuve de créativité et il n'y a pas de limite parce qu'il y a même des aides financières pour l'entreprise et l'employeur, si vous voulez. Et pas mince, des fois. Le tout, c'est qu'aussi, on aide aussi l'employeur pour qu'il n'ait pas tout à payer de sa poche. Mais quand on pense que ce n'est pas possible, parce qu'il y a des fois où c'est vraiment pas possible, on vient de prendre un exemple, ah bah, la manutention, il faut soit changer d'entreprise avec de la petite manutention, il y a des manutentions plus ou moins larges, soit si c'est effectivement, il ne faut plus porter de charge lourde et que l'entreprise où on est, il n'y a pas moins de 5 kilos, donc il n'y a pas de possibilité d'aménager, parce qu'après, on peut dire télétravail, mais enfin, manutentionnaire en télétravail, c'est rare quand même. Et donc, à un moment donné, eh bien, il faut se dire, est-ce que l'âge de la personne permet une reconversion? Si oui, quel est le timing de cette reconversion? Quels sont les outils mobilisables? Et est-ce que c'est raisonnable? Et je vais vous dire, je vais être très cru. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en fin de carrière, parce qu'il est usé, et qu'on lui dit, ah, mais ça n'inquiétez pas, monsieur, vous allez faire un dossier de travail handicapé, tout va aller tout seul. Pas du tout. Parce qu'il va devoir être inapte, il va perdre son travail, le temps qu'il soit licencié, puis qu'il fasse une formation, puis qu'il se retrouve sur le marché de l'emploi avec sa formation, parce qu'il aura eu le courage de faire une formation. Il va se retrouver sur le marché de l'emploi sans aucune expérience à 55 ans. Bon, je peux y aller franco, c'est mon âge, donc on va dire 55 ans. Je vais dire bonjour monsieur l'employeur, 0 année d'expérience, 55 ans. Bon, vous pouvez quand même me donner mon salaire d'avant quand même, parce que vraiment, moi, je ne veux pas vivre avec un SMIC aujourd'hui. Donc voilà. Et il va dire, bah, écoutez, j'ai un petit jeune là qui sort de l'école. Lui, il n'a aucune exigence, il va être bien plus que vous. Et puis donc, au revoir monsieur, ou au revoir madame. Donc le problème, c'est que la reconversion n'est pas possible à tous les âges, à n'importe quel niveau, pour n'importe quel diplôme. Quand moi, quelqu'un me dit j'ai envie de faire du rempaillage de chaises, je dis ouais, enfin, c'est quoi les débouchés, quoi, par exemple, À un moment donné, ça peut être très, très adapté à la personne, mais c'est aussi ça que je pose la question. Et il y a de multiples questions pour gérer un reclassement. C'est est-ce que vous êtes libre d'aller où vous voulez? Est-ce que vous êtes cantonné à un territoire? Donc, dans ces cas-là, par quoi on commence à rechercher? Non pas par toutes vos vocations artistiques, mais plutôt par ce qui est offert localement. Non, mais j'ai 3 enfants, j'ai une famille, je ne peux pas bouger. C'est la première impératif, c'est je reste dans ce endroit-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on offre comme travail là? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire dans ces travaux-là? Vous voyez que c'est de la personnalisation. C'est pas de dire vous faites un dossier RQTH et au revoir monsieur. Quoi, vous voyez, donc, toutes les adaptations sont possibles, mais certains postes ne sont pas adaptables. Et alors là, il faut faire preuve de réalisme. Réalisme, c'est où il est encore temps de faire une formation, ou alors, effectivement, on opte pour, tant pis, un outil de compensation du salaire, si tant est qu'en plus, ça existe. Parce qu'il y a la validité, il y a l'allocation adulte handicapé, après, il y a les allocations chômage, les RSA, mais rien n'est satisfaisant là-dedans pour quelqu'un qui veut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
il y a des échecs. Alors, en France, il y a deux types de métiers. Il y a les métiers pour lesquels il y a une réglementation très précise. Tu viens d'en citer un certain nombre, mais il y a une dizaine. Conducteur de train, pilote, conducteur poids lourd, pompier, militaire, gendarme, arme à feu. Enfin, il y a une dizaine, mais c'est assez limitatif. D'accord? Cela, il y a des textes, et la plupart sont régis par ce qu'on appelle le CIGICOP. Beaucoup d'entre vous, les plus anciens, connaissent. C'était, vous vous rappelez, les réformés P4. P4, c'était pour des raisons psychiatriques. Eh bien, CIGICOP, c'est membre supérieur, membre inférieur, état général, les yeux, l'ORL, les couleurs et la psychiatrie. Et ben, ces 6 lettres, tous ces critères-là servent pour rentrer dans l'armée, les pompiers, la gendarmerie, etc. Sont cotés de 0 à 6 et pour la plupart des maladies chroniques inflammatoires évolutives, elles entraînent une cotation qui interdit l'entrée dans ces métiers en force active. En force active, hein, je dis qu'on peut rentrer dans l'administratif, mais en général, quand ils ont une vocation, c'est pas pour être. Pardon? Je n'ai pas compris. Oui, oui, mais attendez. Parce que contrairement à. Donc, je dis, il y a deux listes de métiers. Il y a des métiers avec des textes réglementaires et d'autres non. Bon, pour les autres non, on verra après, mais pour ceux où il y a des textes réglementaires, il y a des médecins spécialisés agréés qui ont le droit de faire, pour certains, plein d'examens complémentaires. Et effectivement, vous pouvez ne pas le dire. Ça, encore une fois, c'est toujours possible. En fait, en général, par exemple, quand vous avez un enfant qui est susceptible de partir à la guerre, en plein territoire malien, par exemple, où les conditions de rapatriement sont quand même assez aléatoires, etc., vous n'avez pas trop envie qu'il végète en plein milieu du désert si jamais il a une pathologie. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. S'il est en pleine intervention incendie, quels sont les risques pour lui de ne pas avoir dit une certaine maladie qui pourrait entraîner pour lui-même des dangers. Donc, vous voyez, c'est pour ça aussi que ces textes existent. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, les outils à la disposition des patients n'existent pas parce qu'ils sont ces trucs-là, c'est spécifique de chaque corps que je viens de vous citer, avec des cotations différentes, etc. Donc, la meilleure solution, c'est soit au Mans, si on pense qu'il n'y a pas de danger pour la personne, d'accord? Parce qu'au fond, le risque, c'est juste de il n'y a pas de risque pour la personne, et il faut donc toujours raisonner en risque pour soi d'abord, d'accord, et puis pour les autres avions, et non pas pour risque pour l'institution financière et tout ça, ça on s'en fout, d'accord, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est pas le problème des patients, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est pas le problème des patients. Et donc soit soit on les envoie dans une consultation de pathologie professionnelle, parce que nous, on gère en permanence ces questions-là également, hein, sur l'orientation professionnelle, etc., parce que les médecins scolaires ne le savent pas non plus. Ou alors, on va voir carrément les médecins agréés de ces différents corps. Parce que, par exemple, pour les pompiers, il y a les sapeurs-pompiers volontaires, et très souvent, on passe par le sapeur-pompier volontaire, et si on voit qu'on est bon sapeur-pompier volontaire, bah, ça prouve qu'on peut être pompier, quoi. Hein, globalement, quand on a fait 3 ans en volontaire, on ne voit pas ce qui nous empêche d'être. Donc ça, c'est pour les métiers réglementés, il n'y en a qu'une dizaine. Et là, il y a des textes très précis qui permettent aussi à ces médecins de faire des examens complémentaires, parfois qui farfouillent un peu pour aller détecter des choses qu'on n'aurait pas dites forcément. Alors, toutes les maladies ne sont pas détectables, mais certaines le sont. D'accord. L'autre catégorie de métier où il n'y a pas de règles, mais où il y a quand même des risques parfois, hein, conducteur poids lourd, il y a bien un arrêté pour un conducteur poids lourd, mais il n'y a pas un texte précis, etc. Il y a d'autres textes, par exemple, grutier, il n'y a pas un texte qui dit bah, pour être grutier, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être là. Non, alors qu'en fait, c'est quand même un métier parfois un peu compliqué ou un peu dangereux. Quoi. Et bien, pour ces gens-là, effectivement, vous avez la même conduite à tenir que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de dire vous avez un spécialiste qui vous dit bah voilà, c'est quoi l'important, c'est de savoir les limitations fonctionnelles. Et même si on n'a pas le pronostic, ce n'est pas très grave. Parce qu'au moment où l'orientation professionnelle se pose, à moins qu'on soit sûr que le pronostic soit à très court terme péjoratif, il vaut mieux tabler sur le fait que, un, la science médicale n'est pas une science exacte, que deux, on a en face de soi quelqu'un qui est super motivé, que trois, au moment où il veut faire ça, bah, il peut le faire, et on verra bien après, en le prévenant que ça peut évoluer quand même, parce qu'il ne faut pas le faire tomber de sa chaise non plus, d'accord? Mais en étant toujours dans une attitude positive qui favorise pour le jeune la possibilité, sans le faire miroiter voilà, des mirages, etc., de quand même faire ce qu'il a envie. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'il y a un regain. L'hypnose, c'est une technique qui est ancienne. C'est la première psychothérapie. Donc, obligatoirement, elle a apporté quelque chose parce que avant même la psychanalyse, hein, Freud s'est exercé à l'hypnose et même il a fait des voyages à Paris auprès de l'école de Nancy qui étaient les praticiens et puis aussi à la Salpêtrière. Alors, quand on parle d'hypnose, c'est un très très vaste chantier, on va dire, un vaste domaine. Il y a des techniques qui s'apparentent, qui sont presque à la naissance
de la relaxation, on va dire, hein, c'est la suggestion. Hein, l'hypnose, c'est la suggestion, c'est-à-dire amener à des modifications corporelles autour de la douleur, autour d'un certain nombre de choses modifiées. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose qui appartient plus à la relaxation. Et puis après, ça a été intégré dans un certain nombre de thérapies qui visent à changer un peu le comportement, à modifier en se disant que si on dit à quelqu'un il ne faut pas faire ça, il ne faut pas fumer, ça a été par exemple dans le tabac, il y a eu des ouvrages mondiaux qui ont eu beaucoup de succès, et c'est pas bien entendu en disant oui, il faut pas fumer, etc. Ça marche pas, ça marche de temps en temps, mais ça marche pas totalement. Et donc voilà, l'hypnose peut servir à ce niveau-là. Alors après, il y a un phénomène de mode, comme vous auriez pu parler également de l'EMDR. Je vois de plus en plus de patients qui est un peu dans la famille, de l'hypnose. Enfin, c'est pas tout à fait, c'est un peu à part, mais il y a aussi une modification de niveau de conscience. Voilà, tout va dépendre aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait un praticien qui évalue mais pour certaines personnes, ces techniques sont tout à fait utiles, ça fait partie vraiment ça rentre dans les psychothérapies. Et puis un phénomène un peu de mode qui fait qu'on va, souvent l'hypnose, on va quand on n'a pas eu de bons résultats ailleurs, eh bien, on essaye, c'est normal, une autre voie. Voilà, c'est le grand problème parce qu'il faut qu'il y ait dans la maladie chronique, il faudrait qu'il y ait une prise en charge psychologique. Ça, je crois que tout le monde, en tout cas, nous, tous les trois, je crois on défend cette position. Alors aujourd'hui, ça bouge un petit peu, mais c'est bien entendu le porte-monnaie qui est un peu freine, puisqu'il y a eu après le Covid ce dispositif qui a changé de nom, mais qui s'appelait Mon Psy, qui donnait 8 séances de psychothérapie par des psychologues, prescrits par le médecin généraliste. Comme il y avait, alors, ça marche encore, mais sauf qu'il y a très très peu de psychologues qui se sont inscrits parce qu'ils considéraient que comme ils ne pouvaient pas faire de dépassement d'honoraires et qu'une consultation de psychologie, ça dure longtemps et que la prise en charge n'était que de 30 € sans possibilité de dépassement, énormément de psychologues n'ont pas adhéré à ce dispositif. Donc, ce qui fait que c'est pas évident de regarder sur la région alors là, c'est en pourparlers au niveau des autorités, du gouvernement pour élargir, c'est-à-dire voilà, monter un petit peu le tarif et puis qu'il y ait de plus en plus. Donc ça, c'est l'accès, bien entendu, où c'est vrai que vous avez tout à fait raison, la psychothérapie est TCC, c'est presque un produit de luxe et c'est pas normal parce que et puis c'est une bonne alternative au traitement médicamenteux, même si les médicaments, ça peut aider bien entendu, pour passer des moments difficiles, mais les techniques quand même non médicamenteuses et plus naturelles sont à proposer. Alors, en matière de reclassement, c'est toujours pareil. C'est le médecin qui propose, c'est l'employeur qui dispose. Parce que c'est l'employeur qui est titulaire du pouvoir de direction et d'organisation. C'est ça, c'est pour des raisons très juridiques, hein. Jamais un médecin peut imposer. Donc, il peut être conseillé, il peut aider, il peut faire en sorte que l'employeur soit aidé financièrement, etc. Votre situation fait que ça dépend d'abord si vous êtes dans la fonction publique hospitalière ou infirmière dans le privé, parce que les deux existent. Parce qu'il y a un médecin en plus dans la fonction publique hospitalière, c'est le médecin agréé, qui fait l'intermédiaire quand le médecin du travail estime que vous êtes totalement incapable d'exercer vos fonctions. Vous pourriez évoluer vers une reconversion professionnelle en dehors de votre fonction d'infirmière. D'accord ? Il semble quand même que vous puissiez exercer une partie de vos fonctions d'infirmière. Alors, peut-être dans un service qui vous plairait mieux en CLM fractionné, peut-être. Deuxième hypothèse, d'abord, qu'est-ce qui est disponible ? Je vous rappelle que l'employeur n'a pas à créer de poste. Il doit fournir un poste qui est disponible aussi. Ça, c'est une autre mesure de droit. Et qu'il y a quand même, c'est très encadré, hein, quand même, hein. Et tout ça étant encadré par les juges également quand il y a des litiges. Donc, bref, l'employeur
soit est particulièrement bienveillant, fait des poules tactiques, élargit, vous permet temporairement dans un poste, etc. Mais si c'est de façon durable, il vaut mieux qu'il vous fournisse un poste qui existe et qui est libre, dans lequel vous seriez en congruence parfaite, on va dire. Donc, répondons facilement. C'est le médecin du travail qui propose, avec une précision la plus exacte possible de ce que vous pouvez faire et surtout en étant positif dans ce que vous pouvez encore faire, le temps maximum, les pauses, le type de service, la charge de travail, l'organisation, je sais, que sais-je, d'accord. Surtout dans votre cas, c'est pas porter de charge trop lourde, je présume. Hein, donc, c'est finalement plutôt un service de consultation ou un service où la charge physique, elle est pas trop importante. À partir de là, j'imagine, je ne sais pas quel est le choix dans l'établissement dans lequel vous êtes, mais c'est au médecin du travail de négocier. Et c'est vraiment, et vous voyez, c'est ça qui est injuste dans notre système, c'est qu'en réalité, ça va dépendre aussi de la capacité proactive du médecin du travail. Et là, vous avez tous les profils, comme on a dit ce matin, et pas forcément que des proacteurs. Alors, les consultations. Alors, d'abord, dans les services de santé au travail, c'est via le médecin du travail qu'il y a ce qu'on appelle la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, désormais. C'est une cellule qui a été instaurée dans tous les services de santé au travail, désormais. Et là, il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas que le médecin du travail, avec des psychologues, des ergonomes, etc. Dans la fonction publique, c'est le service de médecine du travail, ou dans les centres de gestion pour la fonction publique territoriale, c'est les centres de gestion. Pour les hôpitaux, lorsqu'on n'a pas de médecin du travail accessible ou que le médecin du travail reste sourd ou indifférent à la question, il faut que vous orientiez vers les hôpitaux universitaires, parce qu'en France, il y en a dans tous les CHU, on va dire, et dans tous les CHU, ce sont les consultations de pathologie professionnelle. Alors, le nom n'est pas très évocateur, parce que rares sont les consultations de pathologie professionnelle qui s'appellent, virgule, maintien dans l'emploi, mais toutes font du maintien dans l'emploi. Donc, dans tous les hôpitaux de France qui sont universitaires, il y a cette consultation de pathologie professionnelle qui permet à la fois de faire de l'orientation scolaire pour les jeunes, du maintien d'emploi et du lien avec les médecins du travail de terrain pour faire le relais des bonnes mesures, quoi. Écoutez, je pense qu'on est parfaitement à l'heure, ce qui est quand même presque miraculeux. Donc, je voulais vraiment remercier le docteur Servant et le docteur Fantoni Quinton d'avoir participé à cet après-midi. Je voulais vous remercier, vous, pour votre présence et votre participation, également les personnes qui étaient connectées. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y avait presque 140 personnes connectées, donc ça a eu beaucoup de succès. Et donc, je voulais terminer sur deux points importants. On vous a remis une feuille d'évaluation et de proposition. Et s'il faut avoir la gentillesse de le remplir, pour nous, c'est très important de savoir si ça a répondu à vos attentes, évidemment. Et soyez tout à fait libre et honnête. Hein, c'est anonyme, donc on ne pourra pas savoir qui a rempli. Mais pour nous, c'est important d'avoir ce retour d'expérience et surtout d'avoir éventuellement vos suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. On va essayer bien évidemment d'en tenir compte. Et une partie des thèmes qui ont été abordés cet après-midi viennent des suggestions qui avaient été faites au précédent symposium. Donc ça, c'est important. Et puis la deuxième, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais ça me semble important que vous le sachiez, notre FHU, notre Fédération hospitalière universitaire sur les maladies infantines chroniques, est financée. Parce qu'on a parlé beaucoup de financement cet après-midi et de la difficulté dans laquelle on était, mais sachez quand même qu'il y a un effort non négligeable qui est fait par les institutions et notamment les centres hospitaliers universitaires de Lille, de Caen, Rouen et Amiens, par l'Université de Lille et par l'INSERM, qui financent ce FHU à hauteur de 150 000 € par an. D'accord ? Et ça nous permet de mener des actions comme cet après-midi et beaucoup d'actions de recherche, de soins, etc. Donc, il faut aussi de temps en temps avoir une petite note d'optimisme en disant que nos institutions nous soutiennent et nous permettent de travailler. Donc, je voulais aussi les remercier. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi et donnez vos petites fiches à Madame Potvin. Merci beaucoup.